Jupiter, la planète qui tourne le plus vite de notre système solaire, où le jour ne dure que 10 heures. La plus grosse planète de notre système solaire, une géante gazeuse 300 fois plus massive que la Terre. Elle a des anneaux de poussière et des bandes colorées qui s'étendent à sa surface, qui sont en fait des gaz. Et puis, il y a la grande tache rouge. Une tempête massive qui fait rage, un énorme ouragan 2 à 3 fois plus large que la Terre entière. Cette tempête est aussi incroyablement profonde et s'enfonce à 480 km dans l'atmosphère de Jupiter. C'est 40 fois plus profond que la fosse des Mariannes, le point océanique le plus profond de la Terre, et c'est bien plus que ce que les scientifiques avaient d'abord estimé. Les chercheurs spéculent sur la grande tache rouge depuis des centaines d'années déjà. Cette tempête tourne autour de Jupiter dans son hémisphère sud. Au centre de cette tempête géante en rotation, les vents sont relativement calmes. Sur les bords, en revanche, leur vitesse peut atteindre 680 km/h. C'est au moins 2 fois plus rapide que les ouragans les plus puissants de notre planète, qui filent plutôt à 280 km/h. Lorsqu'un ouragan se forme sur Terre, il s'emballe au début, mais tôt ou tard se met à ralentir jusqu'à se décomposer en arrivant sur la terre ferme. Jupiter a un ciel haut de 70 km. Il y a des couches de nuages sous lesquelles les scientifiques pensent qu'il se trouve un océan d'hydrogène liquide. Le noyau de la planète est censé se trouver juste sous cet océan, mais nous ne sommes pas certains de connaître sa composition exacte. D'après ce que nous savons, Jupiter est un monde gazeux, donc dépourvu de surface solide, qui pourrait arrêter la tempête. C'est pourquoi la tache continue de faire rage encore et encore. Les scientifiques ont réalisé que la tempête change constamment de taille. Comparée aux données de 1850, elle est plutôt en train de rétrécir en ce moment. La grande tache rouge faisait autrefois 3 fois la taille de la Terre. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas grandi. Mais alors qu'elle rétrécit, la tempête s'élève et change de couleur pour prendre une teinte orange intense, probablement à cause des réactions chimiques qui s'y produisent. De la nouvelle matière remonte du fond de la tempête. La grande tache rouge pourrait continuer à réduire et finir par disparaître dans les 10 à 20 prochaines années. Mais une autre tempête similaire pourrait apparaître ailleurs sur Jupiter si la grande tache rouge venait à disparaître. Cette tempête peut sembler très profonde, mais elle l'est toujours moins que les gigantesques jets de vent qui font rage autour d'elle et la rendent plus puissante encore. Les bandes de vent de Jupiter descendent jusqu'à 3200 km sous le sommet de ces nuages. Jupiter est principalement connu pour les conditions extrêmement venteuses des parties supérieures et inférieures de son atmosphère. La partie intermédiaire s'appelle la stratosphère et nous n'avions aucune idée de ce qui s'y passait jusqu'à récemment. Les scientifiques mesurent généralement la force du vent en observant les nuages et il n'y a pas de nuages dans la stratosphère. Mais lorsqu'une comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter en 1994, les scientifiques ont eu l'occasion d'étudier la structure et la composition de la comète et ses effets sur l'atmosphère de Jupiter. Ils ont découvert des vents incroyablement forts dans la stratosphère avec des vitesses allant jusqu'à 1450 km/h. Jupiter n'est pas la seule planète de notre système solaire à avoir une météo capricieuse. Mars a les plus grandes tempêtes de poussière parmi les 8 planètes. Lorsqu'une telle tempête fait rage, on dirait qu'elle crée une couverture sur toute la planète qui reste des mois. L'une des théories qui tente d'expliquer pourquoi les tempêtes de poussière sont si importantes sur Mars stipule que les particules de poussière en suspension dans l'air absorbent la lumière du soleil et réchauffent l'atmosphère de la planète. Cela crée des poches d'air chaud, celles-ci commencent à s'écouler vers des zones plus froides, générant alors des vents. Ces vents soulèvent la poussière du sol, ce qui réchauffe l'atmosphère, rend les vents plus forts et soulève davantage de poussière. Mars a généralement une atmosphère très fine, principalement constituée de dioxyde de carbone, et les volumes des gaz de l'atmosphère martienne représentent moins de 1% de celui de notre planète. Autrefois, Mars était considérablement plus humide et plus chaude qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cela signifie que son atmosphère était beaucoup plus épaisse. Elle a créé un fort effet de serre et a piégé la lumière du soleil. Mars a également possédé un champ magnétique assez résistant, tout comme sur Terre. Le champ magnétique de Mars a été créé par des courants de métaux fondus dans son noyau. Mais contrairement à notre planète, l'intérieur de Mars s'est suffisamment refroidi pour désactiver son champ magnétique. Sans lui, elle n'était plus protégée du vent solaire, ce puissant flux de particules qui s'écoule de notre étoile. Il n'a fallu que quelques centaines de millions d'années, ce qui est peu dans le référentiel spatial, pour que le vent solaire dépouille Mars de la majeure partie de son atmosphère. Cela a été rapide parce que le Soleil tournait beaucoup plus vite à ses débuts, si bien que le vent solaire était plus puissant et plus énergique. Et c'est ainsi que Mars est passé d'une planète au climat chaud et humide au rocher froid et sec qu'elle est aujourd'hui.
Mars possède aussi des glaciers intéressants. Ils sont à sa surface depuis des centaines de millions d'années et peuvent nous révéler des secrets sur le passé de la planète. Par exemple, c'est ainsi que nous avons découvert que Mars a connu 6 à 20 périodes glaciaires distinctes au cours des 300 à 800 millions d'années passées. Les satellites ont pris près de 60 000 images de roches de différentes tailles. Elles étaient réparties au hasard sur l'ensemble de la planète. Si Mars avait connu une seule et longue période glaciaire, on aurait trouvé une progression de roches, des plus grandes aux plus petites, car elles s'érodent au fil du temps. Mais les roches étaient réparties en bandes claires de débris sur la surface de ces glaciers. Chaque bande marquait un flux de glace différent, ce qui signifie que chacun d'entre eux s'est formé pendant une période glaciaire différente. Ces glaciers sont comme des capsules temporelles, car ils peuvent avoir toutes sortes de gaz, de roches ou même de microbes piégés à l'intérieur. Cela signifie qu'ils pourraient nous aider à comprendre les changements du climat de Mars et nous dire s'il y avait autrefois une forme de vie sur la planète rouge. En plus, nous n'avons pas besoin de forer profondément sous la croûte pour le découvrir. Tout se trouve à la surface. Si tu pouvais remonter dans le temps, mettons de 4 milliards d'années et visiter la planète rouge, tu verrais probablement des scènes chaotiques d'inondations. Les scientifiques pensent que ces méga inondations se sont produites à cause d'un énorme impact météoritique. À cause de la chaleur dégagée par cet impact, la glace à la surface de la planète a commencé à fondre. Ces inondations ont sculpté de grandes ondulations et des vagues dans la roche sédimentaire dont certaines formations font plus de 9 mètres de haut et sont espacées d'environ 135 mètres. Saturne a aussi des conditions météorologiques uniques. Les éclairs qui la frappent peuvent être 10 000 fois plus puissants que ceux que nous avons sur Terre. Le vaisseau spatial Cassini de la NASA était en orbite autour de Saturne de 2004 à 2017. Il a enregistré des éclairs si forts et si intenses qu'on pouvait les voir même en plein jour. Cassini a aussi enregistré les sons de ces orages intenses déchargés dans l'atmosphère de la planète. De temps en temps, Saturne a des tempêtes géantes qui traversent sa surface sur plus de 305 000 km. Elles encerclent presque toute la planète. Sur le pôle nord de Saturne, il y a un énorme hexagone de nuages. C'est un tourbillon de forme assez inhabituelle qui circule à des centaines de kilomètres au-dessus des nuages et s'étend profondément dans la planète. Mais Saturne a aussi un côté paisible. Tout comme Jupiter, Uranus et Neptune, elle a de temps en temps de belles aurores boréales. Les 4 planètes ont une atmosphère dominée par l'hydrogène. C'est pourquoi tu ne peux percevoir ces aurores que dans les longueurs d'onde ultraviolettes. Ces aurores boréales sont particulièrement brillantes au crépuscule et juste avant minuit. Vénus a une tempête géante qui tourbillonne dans l'atmosphère à son pôle sud. Le tourbillon est aussi grand que l'Europe et il est probablement là depuis très longtemps. L'atmosphère de Vénus se déplace 60 fois plus vite que la rotation de la planète. Vénus est aussi la planète la plus chaude de notre système solaire. Et même la pluie n'apporte aucun soulagement, car elle est composée d'acide sulfurique, qui tombe des nuages et s'évapore avant même d'atteindre le sol. Le Soleil a aussi ses propres colères explosives, sous la forme de puissantes tempêtes solaires. Elles engendrent de fortes radiations et des particules de poussière qui peuvent causer de graves dommages aux satellites qui traquent l'activité de l'astre pour nous avertir en cas de problème. De temps en temps, une tempête solaire démentielle peut nous prendre au dépourvu. Il y a environ 160 ans, une forte éruption solaire a causé de graves problèmes dans les communications télégraphiques mondiales. Il y a environ 30 ans, une éruption solaire a laissé 6 millions de personnes sans électricité pendant 9 heures. Selon une théorie, la gravité de Jupiter a détruit une énorme comète. Ce n'était pas suffisant pour le monstre de l'espace. C'est une vraie catastrophe qui s'est produite. Les éclats n'ont pas volé dans des directions différentes, ils se sont alignés et se sont précipités vers Jupiter comme les wagons d'un train. 21 fragments jusqu'à 1,6 km de diamètre ont traversé l'atmosphère de Jupiter. Des boules de feu à une vitesse de 60 km/s ont bombardé la couche externe de la planète. Ils ont chauffé l'espace qui les entourait à 27 800 degrés Celsius. C'est plus élevé que la température de la haute atmosphère du Soleil et 312 fois plus chaud que ce dont on a besoin pour faire bouillir un œuf. Eh bien, je n'ai plus faim. L'impact a été comme celui d'une pierre qui tombe dans une mare. Les fragments de météorites ont formé des panaches géants à la surface de Jupiter. Les substances de sa basse atmosphère se sont précipitées vers le haut. Le processus a généré une énorme quantité d'énergie. Des jets de feu surchauffés ont été projetés dans la stratosphère. Les monstres ont laissé derrière eux des panaches incandescents de 3000 km de large. C'est plus grand que la distance entre New York et le Texas. Des traces sombres sont apparues à l'endroit où les coups avaient été portés. Elles étaient de la taille de la Terre. Le nom de la comète qui a violé les frontières de Jupiter est Shoemaker-Levy 9. La collision des corps célestes s'est produite en juillet 1994. Ça a été une sensation scientifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une catastrophe de cette ampleur avait été observée. Cette attaque a soulevé une question importante pour les astronomes. Pourquoi Jupiter a-t-il autant de malchance ?
Les monstres de l'espace l'attaquent des milliers de fois plus souvent que la Terre ou toute autre planète du système solaire. Bon, voyons voir. Tu décides de prendre un vaisseau spatial et de voyager vers la mystérieuse Jupiter. Une sonde spatiale aurait besoin de 2 ans pour y arriver. Tu y seras en... Super, le voyage n'a pris qu'une seconde. Jupiter est en fait très grand. Cette planète pourrait contenir 1300 autres de la taille de la Terre. Elle est belle grâce aux nuages de gaz. Cette planète n'a pas de surface solide, mais il y a une tache étrange à sa surface. Elle ressemble à un énorme œil qui peut contenir 3,5 terres. Cette tempête effraie tout le monde. Elle est 10 fois plus haute que l'Everest et le vent souffle à une vitesse de 483 km/h. Elle dure depuis 350 ans. Tu ne pourrais pas te cacher d'une tempête pareille dans une voiture, alors c'est bien que tu sois dans un vaisseau spatial. Si toutes les planètes du système solaire fusionnaient pour former une super planète, le nouvel objet serait encore 2,5 fois plus petit que Jupiter. Sa grande taille affecte aussi la gravité. Les vaisseaux spatiaux utilisent Jupiter comme tremplin pour sauter. La gravité de cette géante augmente leur vitesse de vol et les aide à atteindre leur cible plus rapidement. La gravité a fait de la planète un aimant pour les comètes, les astéroïdes et les dangereux débris spatiaux. Jupiter est un véritable super-héros de l'espace. Son bouclier gravitationnel encaisse les coups ou dévie les monstres de l'espace qui volent vers le cœur du système solaire. Les dinosaures ne seraient pas d'accord, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et si demain Jupiter était avalé par un aspirateur géant? Je ne peux dire qu'une chose. Nous aurions d'énormes problèmes. Sans ce bouclier géant, des milliers de comètes et d'astéroïdes attaqueraient notre planète beaucoup plus souvent. La plupart d'entre eux brûlent dans l'atmosphère ou ne sont pas assez gros pour nous affecter. Mais il y a aussi des comètes et des astéroïdes plus gros. Après leur impact avec la Terre, tu pourras dire adieu à toute vie sur la planète. Par exemple, en 2009, un corps céleste s'est écrasé sur Jupiter. Il a laissé une marque de la taille de l'océan Pacifique. C'est horrible de penser aux traces qu'il laisserait sur notre planète. Très probablement, la Terre se transformerait en une boule de feu. Mais des recherches récentes menées par des astronomes suggèrent que Jupiter n'est pas un si gentil garçon. Au contraire, c'est un vilain garçon avec une fronde qui tire des comètes sur la Terre. Un physicien a utilisé des simulations informatiques. Il a trouvé que Jupiter est tout aussi capable de dévier et d'envoyer des comètes vers la Terre. Cette géante attire les objets potentiellement dangereux et ne nous protège que partiellement. Elle a déjà essayé d'assommer notre planète plusieurs fois. Il y a 66 millions d'années, un corps cosmique mesurant 16 km s'est écrasé sur la Terre. L'énergie de l'impact a mis le feu à la surface de la planète. Il a provoqué un énorme tremblement de terre et un tsunami. Une pluie brûlante est tombée du ciel sur la Terre. Il y avait des millions de tonnes de débris et de poussière dans l'atmosphère. Ceux-ci ont empêché les rayons du soleil d'atteindre la planète. L'hiver nucléaire a commencé. Cette catastrophe a entraîné l'extinction des dinosaures. Les scientifiques ont nommé ce criminel spatial l'impacteur Chicxulub. Les simulations informatiques des scientifiques de l'université de Harvard ont montré d'où il venait. Chicxulub n'était pas un astéroïde, mais une comète. Cela signifie que le noyau de son corps n'était pas constitué de pierre et de métal, mais de glace, de poussière et de gaz gelé. Elle ressemblait à une boule de neige sale qui volait dans l'espace. La météorite ne comptait pas mettre le feu à la Terre, mais Jupiter est intervenu dans son plan. Il a lancé des comètes dans notre direction. En 1770, la comète Lexel est apparue près de la Terre. La distance entre notre planète et cet objet était de seulement 2,2 millions de kilomètres, ce qui est presque rien en termes d'espace. La comète Lexel s'est approchée de la Terre plus que toute autre comète dans l'histoire de l'humanité. L'objet aurait pu interrompre toute vie sur Terre. La comète a volé trop près de Jupiter. Cette géante l'a attrapée et l'a envoyée dans notre direction. Pas terrible pour un super-héros qui protège notre système solaire. 3 ans après, la comète est passée devant nous. Elle a fait 2 fois le tour du Soleil et est revenue vers Jupiter comme un boomerang. Cette fois, le géant a poussé la comète hors du système solaire. Mais ne nous en prenons pas à Jupiter. Les scientifiques pensent que sans cette géante gazeuse, la vie sur Terre ne serait probablement jamais apparue. Jupiter a envoyé des météorites vers la Terre qui emportaient avec elles des molécules organiques et de l'eau. Ce sont les composants de base à partir desquels la vie terrestre a commencé. Personne ne sait si les comètes arriveraient avec une précieuse cargaison sans Jupiter et sa dangereuse gravité. Si tu t'envoles de la Terre vers le centre du système solaire, tu verras le Soleil. 8 planètes volent autour de cette étoile. Il y a une ceinture de plus d'1 million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Selon une théorie, il n'y avait que le Soleil au tout début de l'existence du système solaire. Des nuages de pierre et de poussière entouraient l'étoile. Ces particules se sont attirées les unes les autres et ont formé des planètes pendant des millions d'années. Jupiter ne voulait pas de nouveaux voisins. Sa puissante gravité empêchait les pierres et la poussière de s'unir pour former des planètes. Ils sont restés des astéroïdes et se sont rassemblés dans une ceinture à l'intérieur du système solaire. Si aujourd'hui tous les astéroïdes fusionnaient en une seule planète,
nous obtiendrions un corps cosmique qui pèserait seulement 4% de la masse de la Lune. Auparavant, la ceinture était densément peuplée, mais la gravité de Jupiter a projeté 99% des astéroïdes vers d'autres endroits de l'espace. Jupiter n'est pas le seul à jouer un rôle dans le développement de la vie sur Terre. Notre principal assistant est la Lune. C'est le seul satellite naturel de la Terre. Jupiter a 79 satellites et chaque année, il y en a de plus en plus. Jupiter est aussi entouré d'anneaux, mais ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Saturne et sont pratiquement invisibles. Les anneaux sont composés de petites particules noires. Il s'agit de la poussière que les météorites éjectent dans l'espace après être entrés en collision avec les lunes de Jupiter. La Lune est responsable du flux et du reflux de l'océan. Elle régule la vie des abeilles, des poissons, des oiseaux et des amphibiens. Même toi, tu ressens l'influence de la Lune tous les jours. La fluctuation de la luminosité du disque dans le ciel nocturne régule le niveau de mélatonine dans ton cerveau. Cette hormone est responsable des rythmes circadiens qui sont importants pour bien dormir. La Lune est née d'une autre catastrophe, comme beaucoup d'autres choses dans l'espace. Il y a des millions d'années, la Terre ressemblait à une boule de lave chaude. Il n'y avait ni eau ni air. Elle était uniquement enveloppée de dioxyde de carbone et d'azote. À cette époque, une autre planète de la taille de Mars, de nos jours, s'est écrasée sur la Terre. Les scientifiques l'ont nommée Theia. À une vitesse de 14 000 km/h, elle est entrée en collision avec la Terre. Cet impact d'une puissance incroyable a projeté des millions de tonnes de matériaux dans l'espace. Les débris se sont rassemblés en une boule, qui est devenue la Lune. Les scientifiques ont presque résolu le mystère de la Lune, mais ils ne savent pas s'il y a un noyau solide au milieu de Jupiter ou si c'est une soupe dense et chaude qui flotte dans l'espace. Jupiter a le plus grand océan du système solaire. Il est fait d'hydrogène liquide, pas d'eau. Si Jupiter était 80 fois plus gros, il se transformerait en une étoile brillante. Jupiter est un endroit unique qui ne sera jamais habité par des humains. La pression à l'intérieur de la planète est 2 millions de fois supérieure à celle de la surface de la Terre. La pression et les températures extrêmes détruiraient tout vaisseau spatial qui serait allé trop loin. Je suppose que ça veut dire que Jupiter te ferait craquer. Le sable est partout. Dans tes yeux et ta bouche, dans tes cheveux, sous ton t-shirt et dans tes chaussures. Tu peux à peine te tenir debout. Le vent est si fort qu'il te fait tomber. Soudain, une rafale particulièrement puissante te plaque au sol. Tu rampes vers ta porte de derrière. Il te faut beaucoup d'efforts pour la forcer à s'ouvrir. Une fois à l'intérieur, tu te lèves et jettes un coup d'œil furtif à l'extérieur. Juste des nuages de poussière et un rugissement assourdissant. Ok, il est temps d'appeler à l'aide. Tout a commencé il y a un mois. Un jour, tu es sorti dans le jardin derrière ta maison. C'était une journée venteuse. Tu as même repéré une mini-tornade sous ton pommier. Elle atteignait à peine la hauteur de ton genou, tourbillonnant paresseusement autour des feuilles d'arbre et de la poussière. Tu as essayé de la faire disparaître en la frappant avec ton pied. Mais même après plusieurs tentatives, la mini-tornade ne voulait tout simplement pas se disloquer. Tu as haussé les épaules et tu es rentré chez toi. Le lendemain, la tornade était toujours là. Et... avait-elle grandi ? En fait, plutôt que de devenir plus grande, elle s'est élargie. À ce moment-là, elle a commencé à grignoter tes arbustes à fleurs. Cela a attisé ta curiosité et tu as décidé de garder une trace de ce phénomène inhabituel. Tu l'as mesuré tous les jours et tu as soigneusement noté toutes les informations dans un cahier spécial. Peut-être que plus tard j'écrirai un article ou publierai un livre sur ma petite tempête, as-tu pensé ? Un jour, tu es sorti de la maison et as constaté que ton pommier préféré avait été brisé. Tu n'es pas parvenu à comprendre comment cela s'était produit. La tempête semblait encore inoffensive et trop faible pour endommager un arbre de belle taille. Mais après cet accident, tu as commencé à te demander s'il ne valait pas mieux appeler à l'aide. Apparemment, il aurait mieux valu, car à peine un mois plus tard, ta mini-tempête a soudainement atteint le double de sa taille initiale. Il est dangereux de sortir désormais. On dirait que ta maison est au milieu d'une vraie tornade. Un mur de poussière et de débris t'empêche de voir le ciel. Ton jardin est en ruine, les arbres sont cassés, les buissons et les arbustes ont été arrachés du sol et envoyés voler quelque part au loin. Tu entends l'interphone sonner. Un groupe de scientifiques que tu as invités est venu à la rescousse. Tu leur montres le jardin avec ta catastrophe naturelle personnelle et constates leur silence stupéfait. Mais après ces quelques secondes de choc initial, ils se mettent au travail. Ignorant le vent hurlant, ils commencent à apporter divers équipements à l'intérieur. Tout semble très compliqué. Ta cuisine se transforme en laboratoire de recherche. On t'informe que ta maison sera temporairement utilisée par les scientifiques. Tu emportes tes affaires dans la plus petite chambre et tu regardes les professionnels travailler. Ta cuisine est remplie de gadgets qui bipent et d'appareils couverts de voyants qui clignotent.
Des personnes en combinaison de protection et en blouse de laboratoire s'agitent dans tous les sens. Étonnamment, ils ne se heurtent pas les uns aux autres. Ils ne créent pas non plus d'embouteillage. Tu apportes les notes que tu as prises et les remets à un homme âgé en blouse blanche. Il te remercie comme si tu venais de lui offrir le cadeau de ses rêves. Les jours suivants passent dans un tourbillon d'activités. La tempête dans ton jardin grandit, les scientifiques semblent devenir plus sombres à chaque fois que tu les vois. Il est environ 2 heures du matin lorsque quelque chose te réveille. Tu ouvres les yeux et tu réalises que la maison tremble. Ta tornade a dû devenir si grosse qu'elle a atteint la maison. Au matin, plusieurs scientifiques te prennent à part pour t'annoncer une nouvelle désagréable. Tu dois déménager. La tempête est en effet en train de grandir. Bientôt, elle fera disparaître ta maison de la surface de la Terre. Il n'y a rien à faire. Tu es bouche bée devant ces gens qui te disent de quitter ta maison. Où vas-tu aller ? Ils te disent qu'ils sont en train de construire un laboratoire de recherche supplémentaire non loin de là. Il est important de pouvoir observer la tempête en temps réel. Et il se trouve qu'il y a une pièce libre avec tout ce dont tu pourrais avoir besoin dans cette installation. Pourquoi ne pas y rester un moment ? Ce serait aussi pratique pour les scientifiques. Ils pourraient avoir besoin de toi pour répondre aux questions qui surgiront sûrement pendant le processus. N'ayant pas vraiment d'autre choix, tu acceptes. Les chercheurs t'aident à transporter tes affaires dans ton nouveau logement. Tu fais le tour de ta chère maison en disant au revoir à ta table basse préférée, à ton canapé et à ton lit douillet. Les scientifiques te disent que tu n'as pas le temps de déplacer tes meubles vers un autre endroit. Le lendemain, tu te réveilles en apprenant que ta maison a disparu. La tempête l'a engloutie vers 4 heures du matin. Au cours des semaines suivantes, le tourbillon devenu adulte a avalé 2 maisons de tes voisins, la forêt voisine, plusieurs voitures abandonnées et un petit magasin de fleurs. Il est maintenant si gros qu'il se rapproche d'un grand lac à plusieurs kilomètres de la ville. Les habitants sont évacués, les autorités ont annoncé l'état d'urgence. Un jour, tu remarques que les scientifiques parlent à voix basse. Ils ont l'air encore plus inquiets que d'habitude. Tu prends l'un d'entre eux à part et essaies de découvrir la vérité. Il finit par cracher le morceau. Les chercheurs ont obtenu des preuves qui confirment leurs pires craintes. Selon leurs estimations, la tempête qui a commencé comme une minuscule tornade dans ton jardin va devenir une grande tache rouge sur Terre. Les nuages de couleur cramoisie tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à une vitesse incroyable. Sous eux, tu peux voir les teintes vibrantes de la plus grande planète du système solaire, la géante gazeuse Jupiter. Ces nuages ont été baptisés « Grande Tache Rouge ». C'est une tempête colossale qui fait rage dans l'atmosphère de Jupiter. Si tu te trouvais au centre de la tempête, les vents y seraient plutôt calmes. Mais sur les bords, la vitesse de la tempête peut atteindre 680 km/h. C'est 2 fois la vitesse des ouragans les plus rapides et les plus violents sur Terre. Au fil des décennies, la taille de la tache rouge a changé. Actuellement, elle est 1,3 fois plus large que notre planète. Les racines de la tempête s'élèvent jusqu'à 320 km dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Sur Terre, un cyclone tropical moyen ne s'étend généralement pas sur plus de 15 km, de la base de la tempête jusqu'à son sommet. Ce phénomène unique sur Jupiter existe depuis si longtemps car la planète n'a pas de surface solide. Elle est constituée de couches de nuages composées de vapeur, de glace d'eau et d'ammoniac. En dessous, il pourrait y avoir un océan d'hydrogène liquide. Notre planète est solide, et les ouragans ralentissent et se désagrègent dès qu'ils descendent assez bas pour toucher la surface. Mais la grande tache rouge n'a nulle part où toucher Terre. C'est pourquoi elle continue à faire rage. Les scientifiques t'annoncent aussi la chose la plus bizarre et la plus alarmante à propos de la tempête dans ton jardin. Au lieu de s'affaiblir et de disparaître, il y a plusieurs semaines, elle est devenue plus grosse et plus puissante. Même les spécialistes les plus expérimentés ne peuvent expliquer ce phénomène. Après l'avoir analysé pendant des jours, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'aurait pas dû apparaître sur Terre. C'est contraire aux lois de la nature. Il est intéressant de noter que la composition de la tempête est un peu similaire à celle de la grande tache rouge. Tu es impressionné, mais tu ne comprends toujours pas pourquoi les chercheurs ont l'air si inquiets. Eh bien, il s'avère que ta tempête, autrefois miniature, risque de devenir aussi grande que celle de Jupiter. Mais comme la Terre est bien plus petite que la colossale tache rouge, elle risque d'avaler notre planète en entier. Elle va grandir et grossir, anéantissant les villes, les forêts et les autoroutes. En même temps, elle deviendra plus puissante. Les gens devront quitter leur maison et être évacués vers des zones relativement sûres. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zones sûres.
Ce processus prendra des années, mais il sera encore trop rapide pour que les gens puissent se préparer. Il y aura 2 façons de faire face à ce problème mondial. L'une d'elles est de coloniser la Lune ou une autre planète, par exemple Mars. Mais c'est un processus incroyablement long, et la tempête va englober la planète entière avant que le premier vaisseau spatial avec des gens à son bord ne quitte la Terre. Ou alors les scientifiques peuvent aussi essayer d'arrêter l'ouragan. Il existe une technologie appelée l'effet lunette de soleil. Des milliards de tonnes de gaz dense doivent être pompées dans l'atmosphère. Ce gaz absorbe la lumière du soleil et refroidit l'eau des océans, qui est le moteur de tout ouragan. Les chercheurs ne sont pas sûrs que cette méthode fonctionnera avec la tempête. Après tout, elle ne s'est pas formée au-dessus de l'océan, mais dans ton propre jardin. La vitesse du vent la plus rapide jamais enregistrée sur Terre était due à une rafale d'ouragan. Le 10 avril 1996, le cyclone tropical Olivia passait sur l'île de Barrow, en Australie occidentale. À un moment donné, la tempête a atteint la vitesse d'un ouragan de catégorie 4, 408 km/h. C'est plus rapide qu'une Formule 1 en course. Tu peux probablement imaginer les dégâts que ce genre de vent peut causer. La seule rafale de vent plus rapide que cela est une tornade. L'air à l'intérieur d'une tornade peut se déplacer à une vitesse de 480 km/h. Malheureusement, il n'y a pas de moyen sûr de mesurer les vents tornadiques. Les instruments météorologiques ne survivent jamais à l'expérience. Et au fait, lécher ton doigt et le lever au vent pour mesurer sa vitesse n'est pas non plus une bonne idée, à moins que ça ne te dérange pas de perdre ton bras, voire pire. Voici quelques autres chiffres pour le moins décoiffants. 56 km/h et plus, c'est la vitesse du blizzard moyen. 80 à 105 km/h, c'est la vitesse à laquelle un orage violent se déplace. Plus de 120 km/h, c'est la vitesse d'un puissant ouragan tropical. Jusqu'à 650 km/h... Attends, est-ce qu'une telle vitesse existe? Oui, mais il faut aller sur Jupiter pour voir une tempête aussi rapide. La Grande Tache Rouge est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses parties supérieures s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête est presque 3 fois plus large que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à recueillir de nombreuses données sur la Tache Rouge. Et il s'est avéré que ce monstre de tempête s'étendait à plus de 322 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais comme ces mesures étaient très probablement imprécises, les véritables racines de la tempête ont pu atteindre des profondeurs encore plus élevées. La Grande Tache Rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère, et les températures de Jupiter sont de moins 150 degrés Celsius dans ses couches nuageuses supérieures. Plus on se rapproche du noyau, plus elle se réchauffe. Mais les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la planète ont été rencontrées dans l'atmosphère juste au-dessus de la Grande Tache Rouge. Là, la chaleur peut atteindre 1300 degrés Celsius, ce qui est plus chaud que la lave de notre planète. Les conditions extrêmes et les turbulences de la tempête produisent des ondes gravitationnelles et sonores. Ces ondes pourraient être responsables de cette surchauffe. La tempête elle-même est également plus chaude dans sa partie inférieure que dans sa partie supérieure. Si tu te trouvais en son centre, tu ne serais pas trop impressionné. Mais sur les bords, la vitesse du vent atteint 480 à 680 km/h. C'est plus rapide que les tornades terrestres. Maintenant, ceux qui suivent va t'aider à imaginer l'incroyable puissance de ces vents. Sur Terre, le vent n'a pas besoin d'être plus rapide que 100 km/h pour soulever du sol une personne pesant 80 kg. Un vent de 120 km/h peut déraciner de grands arbres, arracher des toits, casser des fenêtres et retourner des mobil-homes. Lorsque la vitesse du vent atteint 240 km/h, il peut faire voler les voitures. Maintenant, imagine les ravages qu'une tempête aussi puissante que la Grande Tache Rouge pourrait causer sur notre planète. Mais un anticyclone aussi énorme pourrait-il se produire sur Terre? Heureusement non. Notre planète n'a pas les conditions uniques nécessaires à la formation d'une telle tempête. Les scientifiques ont dû faire face à de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de comprendre le mystère de la Grande Tache Rouge. Mais c'était surtout la faute de la planète d'origine de la tempête. Elle est plus de 1000 fois plus grande que la Terre et plus de 300 fois plus massive. Jupiter est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle se compose principalement de... Tu l'as deviné. Autour du noyau de la planète, il y a un océan d'hydrogène liquide, et l'atmosphère est également composée en grande partie d'hydrogène et d'hélium.
Cela signifie que Jupiter n'a pas de sol solide, le seul élément qui pourrait affaiblir la tempête. Sans aucun frottement, la tempête se déchaîne déjà depuis des siècles. Les gaz chauds présents dans l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent et tourbillonnent. Tout comme sur notre planète, lorsque des gaz plus chauds et plus froids se mélangent et fusionnent, ils forment des tempêtes géantes qui tournent en rond. Les astronomes pensent qu'à une époque, plusieurs énormes tempêtes se sont réunies et ont créé la Grande Tache Rouge. Et maintenant, elles continuent à faire rage en aspirant constamment des gaz froids par le bas et des gaz chauds par le haut. De plus, cette tempête monstrueuse absorbe d'autres tourbillons plus petits qui rendent la Grande Tache Rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne nous permettent pas de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Depuis des décennies, les astronomes spéculent sur ce qui pourrait se trouver sous la Grande Tache Rouge. Peut-il s'agir d'un volcan massif ? C'est peu probable. Jupiter est surtout faite de gaz. C'est pourquoi elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer et libérer des substances brûlantes depuis l'intérieur de la planète. Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi la tempête a cette couleur si caractéristique. Elle varie du blanc et du rose saumon à l'orange et au rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve sous la Grande Tache Rouge, plus proche de la surface de la planète. Une couche incolore d'hydrosulfure d'ammonium pourrait réagir avec les rayons cosmiques ou les rayons UV provenant du Soleil. C'est ce qui donne à la tache sa jolie couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Les astronomes observent la Grande Tache Rouge depuis les années 1830. C'est en 1665 que la tempête a été repérée pour la première fois et décrite comme la tache permanente. En d'autres termes, la tempête a presque 400 ans. Bizarrement, elle a diminué de taille depuis le début du XXIe siècle. En 2019, elle a commencé à s'écailler sur les bords, avec des morceaux plus petits qui s'en détachent et disparaissent. Si ce processus se poursuit, en 2040, la Grande Tache Rouge deviendra circulaire. Ou bien elle pourrait disparaître complètement. La tempête diminue en diamètre, mais elle devient aussi plus haute et prend une teinte orange plus intense. On ne sait pas exactement pourquoi cela se produit. Cela peut être dû à une réaction chimique se produisant lorsqu'un nouveau matériau monte dans les couches supérieures de l'atmosphère par le bas. La Grande Tache Rouge est peut-être la tempête la plus célèbre du système solaire, mais ce n'est pas la seule. Toujours sur Jupiter, il y a une petite tache rouge un peu moins connue, un anticyclone de plus, mais de plus petite taille. Et quand on dit plus petit, c'est juste pour dire que la chose n'est pas aussi grande que sa grande sœur. Mais elle est quand même à peu près de la taille de la Terre. Récemment, la vitesse du vent la plus élevée à l'intérieur de la petite tache rouge a augmenté pour atteindre 650 km/h. Une tempête aussi large que notre planète fait également rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. La tempête présente une queue de nuages blancs qui encercle toute la planète. Elle se produit tous les 30 ans environ lorsque l'hémisphère nord de Saturne s'incline vers le Soleil. Cette tempête commence en effet par un point, mais elle s'étend ensuite en longueur. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche est en fait un énorme système d'orage. Au plus fort de l'orage, les éclairs peuvent se produire plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère de la Grande Tache Blanche, c'est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle peut être alimentée par le Soleil. D'autres soutiennent que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il y a une source de chaleur interne qui peut alimenter les vents. Les grands points noirs sur Neptune sont des tempêtes massives qui se forment dans des zones à haute pression atmosphérique. C'est différent sur Terre. Ici, les tempêtes apparaissent lorsque la pression est basse. Sur les bords des points, la vitesse du vent peut atteindre 2100 km/h. Les astronomes ont observé jusqu'à présent 6 points noirs sur Neptune. Ces puissantes tempêtes naissent au plus profond de l'atmosphère de la planète. Et plus une tempête est profonde, plus les nuages de méthane qui l'entourent sont brillants. Une autre tempête monstrueuse qui fait rage sur Saturne ressemble à un ouragan ou à un typhon sur notre planète. Elle arbore un œil et des nuages en spirale qui l'entourent. Mais comparé aux ouragans de la Terre, celui de la planète aux anneaux est titanesque. Sur Saturne, l'œil de la tempête fait jusqu'à 2000 km de diamètre. Les nuages brillants qui se rapprochent des bords de l'ouragan se déplacent à une vitesse de 530 km/h. Mais l'une des choses les plus inhabituelles de cette tempête est sa forme. Elle a 6 côtés et est connue sous le nom d'hexagone.
Quand les astronomes ont vu les premières images de ce vortex, ils ont dû vérifier 2 fois. La chose était trop semblable à nos tempêtes. Et pourtant, l'ouragan qui tourbillonne sur Saturne a un œil presque 20 fois plus grand que ce que l'on connaît sur Terre. La tempête se déplace également 4 fois plus vite que les vents d'ouragan de notre planète. L'atmosphère de Saturne contient peu de vapeur d'eau. Ainsi, la façon dont cette étrange tempête hexagonale se produit dans de telles conditions demeure un mystère. De plus, contrairement aux ouragans qui dérivent constamment sur Terre, celui de Saturne semble n'avoir nulle part où aller. Pour une raison inexplicable, il est coincé au pôle nord de la planète. Y aurait-il un Père Noël sur Saturne ? Hé, réveille-toi, vite, écoute ça. C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à tâtons ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno, chargé d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire, attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail, essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre, avec des cratères éparpillés un peu partout, et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette lune. Les températures y sont extrêmement basses, entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle. Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune. Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toutes formes et de toutes tailles. Les lys de mer vivent à quelques 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laisse pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 m de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la baudroie. Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées. Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans Atlantique, Pacifique et Indien à 2700 mètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches, l'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 et...
On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation? Tout le monde retient son souffle, attendant que tu répondes. Tu te figes, ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est 1000 fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan. Les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le kraken ou le léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec 2 têtes, des tentacules et une grande nageoire. Ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. Après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus. En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ?» Tu es devenu une célébrité. De nombreux passants prennent des photos de toi, plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau, mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé sur Ganymède. Les électrons de son champ magnétique, où la sonde spatiale a capté le signal, agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils expliquent qu'en réalité, aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Europa est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie. Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait 2 fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Ganymède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, Europa pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes. Tu te trouves donc dans une pièce remplie de gaz explosifs. Une seule étincelle peut provoquer une explosion si puissante que toutes les portes et fenêtres seraient arrachées par une énorme colonne de feu. Et tu tiens une allumette. Il te faut une cible plus grande que cette pièce. Que dirais-tu de la plus grande pièce de gaz explosif de tout notre système solaire? Je te présente Jupiter. C'est la 5e planète en partant du Soleil et la plus grande de notre système.
Elle est 11 fois plus grande que la Terre et presque 2 fois et demi plus lourde que toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Si on mettait Jupiter sur la balance, il faudrait environ 317 Terres pour trouver l'équilibre. Mais surtout, il y a énormément de méthane dans son atmosphère. C'est le gaz que nous utilisons dans notre cuisine ou avec lequel nous faisons le plein de notre voiture. Et il brûle sans aucun problème. Plus important encore, il y a de l'hydrogène métallique. Dans son état normal, l'hydrogène est l'élément le plus léger de l'univers. Mais sur Jupiter, il est soumis à une énorme pression, plus de 400 millions d'atmosphères. En comparaison, sur Terre, tu ressens la pression d'une atmosphère. Multiplie donc ce chiffre par 400 millions et cet hydrogène est tellement comprimé qu'il ressemble à du métal liquide. L'hydrogène métallique peut être un excellent carburant. Il dégage 20 fois plus d'énergie que la combustion d'hydrogène classique. Donc toi et ton allumette pouvez vous amuser comme des fous. Ok, c'est parti. Le premier problème est la distance. Jupiter est seulement à une planète de nous, mais notre chemin est aussi bloqué par une ceinture d'astéroïdes derrière Mars. Elle est pleine de débris de roches géantes. En moyenne, chaque astéroïde peut être aussi large que la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Il y a même des roches de la taille d'un État entier. Et le plus gros astéroïde de tous est Cérès. Il est presque aussi large que l'Alaska. Il est même considéré comme une planète naine. Ce dangereux voyage vers Jupiter prend environ 650 jours. C'est presque 2 ans d'ennui dans un vaisseau spatial. En comparaison, la plus longue période que les astronautes ont passée à bord d'un vaisseau spatial est de 84 jours. Mais nous te laisserons prendre ta collection de DVD préférés et quelques sacs de pop-corn. À la fin de la journée, tu pourras dormir un peu après une dure journée de travail. Avance rapide de 2 ans dans le futur et voilà, tu es arrivé à destination. Tu t'imagines déjà en train de craquer une allumette à la surface de Jupiter pour la faire exploser comme un ballon. Oh, fais attention quand tu t'en approches. En raison de son poids, Jupiter possède une forte force gravitationnelle, environ 3 fois plus forte que celle de la Terre. Plus tu t'approches de sa surface, plus tu te sens faible et tu peux à peine te tenir sur tes pieds. Le poids maximum que tu peux soulever ici est également 3 fois moins élevé, et même l'allumette que tu tiens dans ta main te semble déjà plus lourde. Tu essaies de sauter en l'air, tu dois faire plus d'efforts. En fait, tu ne peux même pas y parvenir, car Jupiter est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide. Théoriquement, plus tu plonges dans ces nuages, plus tu ressens de la pression. Petit à petit, les nuages et les gaz s'épaississent et forment une sorte de liquide. Mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Le méthane est un gaz léger et il est plus proche de la surface. Et enfin, c'est le moment de vérité. Tu prends une allumette, tu la frottes contre la boîte et... rien ne se passe. Bien, essayons encore une fois. 2e allumette, 3e, toujours rien. Ok, tu as un brûleur à gaz dans ton sac à dos, tu dévisses la valve au maximum et... rien ne se passe à nouveau. Eh bien, c'est parce qu'il faut 3 composants pour démarrer un processus de combustion. Le premier est le combustible. Heureusement, il y a assez de méthane et d'hydrogène métallique sur Jupiter pour faire exploser la planète entière en quelques secondes. Le deuxième composant est la source d'allumage. C'est la force initiale qui va lancer le processus de combustion. Il peut s'agir d'une étincelle, d'une décharge électrique ou d'une allumette, comme celle que tu tiens dans ta main. Et le dernier ingrédient est l'oxygène. Oui, le même oxygène que nous respirons. Il est tout aussi important pour le feu que le combustible lui-même. Pour faire l'expérience, allume une petite bougie. Couvre-la avec un verre. Tu vois comment le feu continue de brûler pendant quelques secondes, puis s'éteint ? Le combustible est toujours là, mais le feu a consommé tout l'oxygène contenu dans le verre et le processus de combustion est terminé. La même chose se produit sur Jupiter. Il ne peut pas y avoir de feu, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et tu n'as pas besoin de voler jusque là-bas pour t'en rendre compte. Depuis la Terre, on peut voir des centaines de milliers de petits météorites tomber sur Jupiter. C'est la faute de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve à côté. Quand il frappe son atmosphère, il commence à brûler, et ça ne fait pas exploser la planète entière sur le champ. Mais ne t'inquiète pas, il y a encore un moyen d'enflammer cette planète gazeuse géante. Tout ce que tu dois faire, c'est déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne sur la planète. Il y aura alors une explosion si puissante qu'elle sera visible depuis la Terre, et ce sera comme la naissance d'une nouvelle étoile. Pour cela, il faut faire exploser un réacteur nucléaire comme ceux qui nous fournissent de l'électricité ici sur Terre. En fait, nous devrions envoyer tout ce que nous avons sur Jupiter, mais même comme ça, ça ne sera pas suffisant.
Lorsque les gros astéroïdes frappent la planète, ils provoquent une explosion beaucoup plus importante. En 2009, une météorite de la taille de 5 terrains de football a frappé Jupiter. Elle a provoqué une explosion qui équivaut à 5 milliards de tonnes de TNT. Cet incident a laissé une tache noire de la taille de l'océan Pacifique. Et une explosion encore plus grande est arrivée en 1994. Après cette collision, il y a eu une tache géante sur Jupiter, presque de la taille de notre planète. Mais les vents et les tempêtes ont rapidement balayé les traces de l'explosion. Après quelques semaines, Jupiter était redevenu normal. Le problème est que nos tentatives pour faire exploser la géante gazeuse ont eu lieu à la surface de la planète. Or, nous devons placer une charge de la taille de la Lune dans les profondeurs. Une énorme explosion provoquera une réaction thermonucléaire et fera exploser l'hydrogène métallique. Le processus d'explosion est enclenché et en quelques secondes, Jupiter explose comme un ballon géant. Mais ce spectacle sera le dernier que l'humanité verra. L'explosion va perturber les orbites normales de la Terre et des autres planètes. La trajectoire de la Terre autour du Soleil pourrait changer, et nous pourrions voir l'aube non pas à l'est, mais de n'importe quel autre côté du monde. Quand le puissant vent de l'explosion atteindra la Terre, il commencera à balayer notre atmosphère. Bientôt, notre planète perdra sa couche d'ozone. Elle est le bouclier qui nous protège des radiations solaires. Dans cette situation, nous devrons nous cacher sous terre pour le restant de nos jours. Mais même cela ne pourra pas nous protéger. Avant peu, la Terre sera bombardée de milliers de météorites. Jupiter était si lourd qu'il maintenait la ceinture d'astéroïdes en place. Sans lui, ces derniers commenceront à voler vers nous. La Terre ressentirait une pluie constante de météorites. Mais il n'y aurait plus personne sur Terre pour l'observer. L'explosion de Jupiter peut être comparée à une supernova. En fait, Jupiter est pratiquement une étoile. Si elle était juste un peu plus grosse et plus lourde, elle commencerait à rétrécir. La forte pression exercée sur le noyau de la planète déclencherait des réactions thermonucléaires. Finalement, Jupiter se transformerait en naine brune. Et elle serait 50 fois plus lourde qu'elle ne l'est maintenant. Mais comme elle n'a pas assez de poids pour faire cela, Jupiter est parfois appelée une étoile ratée. Peut-être devrions-nous visiter d'autres planètes gazeuses de notre système solaire et essayer de craquer notre allumette là-bas. Saturne. L'atmosphère de Saturne est similaire à celle de Jupiter, mais ici non plus, il n'y a pas d'oxygène pour la combustion. Donc tout ce que tu as à faire est d'admirer les magnifiques anneaux de la planète et de passer à autre chose. Eh bien, Uranus et Neptune sont beaucoup plus petits, et elles n'ont pas d'hydrogène métallique, donc leur explosion ne serait pas aussi forte. Mais tu ne pourrais toujours pas les enflammer avec une allumette, car il n'y a pas d'atmosphère pleine d'oxygène. Mais il y a une planète où tu pourrais allumer un feu avec ton allumette. C'est GJ 1132b et elle est à 39 années-lumière. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait contenir de l'oxygène, bien que ce ne soit pas une géante gazeuse avec des gaz combustibles dans son atmosphère. Mais tu peux toujours t'asseoir sur son sol rocheux et faire un feu pour admirer un singulier coucher de soleil.